Bonsoir. La COVID-19, cette maladie infectieuse causée par le nouveau coronavirus, approche les 100 000 cas confirmés dans le monde et cause la mort de 3 000 personnes. Mais malgré son taux de mortalité très bas, le virus suscite la peur et pousse les gouvernements à adopter des mesures drastiques. Apparue à Wuhan en Chine en décembre dernier, cette infection respiratoire touche aujourd'hui plus de 80 pays. Si la Chine et la Corée du Sud sont les plus affectés, des pays comme l'Iran, l'Italie et la France sont touchés de plein fouet, les poussant à prendre des décisions radicales comme celle prise par Rome de fermer temporairement les écoles. En Afrique, quelques cas sont signalés dans 7 pays. Alors, où en est-on dans la recherche contre le vaccin contre la COVID-19 ? Les mesures de prévention prises ça et là sont-elles efficaces ? Les gouvernements africains sont-ils suffisamment préparés pour faire face à une possible multiplication des cas sur le continent ? Autant de questions que nous allons aborder. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. Le coronavirus continue de se propager dans le monde. Partie de la Chine, la COVID-19 a touché presque tous les continents. En plus de l'Asie, l'Europe, l'Amérique et l'Afrique ont été touchés et le nombre de contaminations ne fait qu'augmenter quotidiennement. Le point avec Yacouba Ouedraogo. Plus de 2000 nouvelles contaminations et 90 nouveaux décès cette semaine. Difficile de suivre le rythme effréné de la propagation du coronavirus ou Covid-19. 77 pays sont atteints. La Chine, où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, compte plus de 80 000 cas, dont près de 3 000 décès. Ailleurs dans le monde, environ 15 000 cas ont été recensés. Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud, l'Iran et le Japon. En Europe, l'Italie a franchi la barre des 50 morts sur plus de 2000 cas. D'autres pays européens comme la France, l'Ukraine, l'Espagne, la Pologne, entre autres, sont également touchés. Ici aux États-Unis, 11 décès ont été enregistrés sur plus de 130 cas, tous survenus dans l'État de Washington. L'Afrique, qui avait échappé au Covid-19 pendant un bon moment, a fini par céder. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Nigeria et le Sénégal comptent parmi les pays où le virus a fait son apparition. Face à la globalisation de l'épidémie, les mesures de protection se multiplient, même si l'OMS appelle à ne pas céder à la panique. Le gouvernement italien envisage de fermer toutes les écoles et universités jusqu'à mi-mars pour limiter la propagation du virus. 11 communes dans le nord de l'Italie ont été placées en quarantaine. Les autorités britanniques encouragent le télétravail et la réduction des grands rassemblements. En France, la ministre des Armées, Florence Parly, a indiqué que les armées se tiennent prêtes à intervenir si nécessaire pour soutenir les services de l'État. L'Afrique a eu un peu plus de temps que les autres pour se préparer, mais a-t-elle les moyens de se prémunir ou de réagir face au Covid-19 ? Ce que je peux dire, c'est que la capacité des pays à faire face à cette flambée s'est considérablement améliorée au cours des derniers mois pendant que nous travaillions avec eux. Et même avant cela, vous savez que nous avons eu une épidémie d'Ebola sur le continent pendant 1 an et demi et nous avons travaillé dans les pays en général pour améliorer leur préparation. Les différents laboratoires des États de la CEDEAO se sont retrouvés pour être formés au dépistage jeudi 27 février au programme Approfondissement des connaissances sur le coronavirus et mise en pratique des moyens de lutte. Il était également question de mettre en place un réseau pour lutter plus efficacement contre l'épidémie. Voilà, merci beaucoup Yacouba. Et pour le débat, nous avons deux invités d'Atlanta, ici aux États-Unis. Nous avons le docteur Abdul Salam Ouedraogo, professeur de microbiologie médicale à l'université Naziboni au Burkina Faso, Bobo Dioulasso précisément. Et vous êtes récipiendaire de Fulbright Research en ce moment ici aux États-Unis. Et avec moi ici en studio à Washington, Mohamed Oumfa, vous êtes mon collègue ici à VOA Afrique, vous animez également la rubrique santé ici. Merci à tous d'être avec nous. Alors Abdul Salam Ouedraogo, la COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, le coronavirus qui fait partie de ces types de virus émergents, qui sont d'ailleurs votre spécialité. Quelle est leur particularité ?
Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de parler du coronavirus COVID-19. Effectivement, ce virus COVID-19 fait partie d'une grande famille de virus qui infectent à la fois l'homme et l'animal, que sont les coronavirus. Et ce COVID-19 est vraisemblablement, à l'état actuel des connaissances, un virus qui a évolué à partir d'un virus de la chauve-souris qui s'est développé chez un autre intermédiaire, c'est-à-dire un autre chez qui il y a eu amplification, qui est le pangolin, qui semble jusqu'à présent être le pangolin, et qui est transmis maintenant à l'homme. Donc c'est un virus de l'animal qui a franchi la barrière de l'espèce. Faut-il le rappeler que les virus sont des microbes qui sont spécifiques de chaque espèce vivante. Et ces virus-là, qui étaient des virus des animaux, est passé chez l'homme, donc un nouveau virus que l'organisme humain, en termes de défense immunitaire, n'était pas habitué, et c'est tout ce qui fait sa gravité, sa contagiosité. Alors, docteur, c'est vrai qu'on a évoqué du bas taux de mortalité jusque-là, mais l'Italie a annoncé aujourd'hui 42 décès en 24 heures. Est-ce que ce serait une évolution du virus ou bien qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Oui, ce que vous venez de dire en ce qui concerne l'Italie nécessite effectivement des investigations plus pointues au regard non seulement de la particularité des personnes qui sont décédées et en termes d'âge, parce qu'on avait déjà signalé que c'est vrai que le virus il n'est pas très, en fait n'entraîne pas beaucoup la mort en termes de proportion de mortalité, mais on avait quand même signalé que chez des personnes âgées de plus de 80 ans, il y a des risques plus élevés de mortalité que la population normale. Donc, il serait important qu'on mette un visage sur ces décès de l'Italie et on va mieux comprendre en ce qui concerne l'infection et sa mortalité. Alors, Mohamedou, la COVID-19 a causé beaucoup de perturbations dans le quotidien des populations, n'est-ce pas? Des écoles fermées, des événements sportifs annulés ou en tout cas joués à huis clos. Est-ce qu'on verse, selon vous, dans l'exagération ou au vu du taux de mortalité qui est toujours bas, ou ce sont des mesures qui se justifient à votre avis? Oui, il faut dire qu'il y a un très grand nombre de cas de contamination. On est à près de 80 000, vous l'avez rappelé. Et donc, il y a près de 80 pays qui sont déjà touchés. Et donc, cette inflation d'informations qui circulent, qui occupe l'actualité, fait en sorte que, évidemment, les gens sont préoccupés par ce qui se passe. Et avec tous les fake news qui circulent, donc les gens sont véritablement préoccupés par cette maladie, qui est une nouvelle maladie. C'est une maladie qui, au moins le virus, on parle du nouveau coronavirus. Donc, c'est un virus qui est assez récent. Les gens n'ont pas assez d'informations sur la maladie. Et donc, il y a un vent de panique qui circule. Il y a une psychose. Les gens cherchent à savoir ce qui se passe. Les gens vont sur les réseaux sociaux. Et en pareille circonstance, on l'imagine bien. Les gens vont chercher les informations qui les rassurent. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur les réseaux sociaux. Et par exemple, sur Facebook. Facebook qui est l'un des réseaux les plus utilisés chez les jeunes. Et donc, je crois que les autorités sanitaires en ont pris conscience parce que l'OMS travaille avec Facebook, par exemple, pour réduire les informations qui circulent. Je pense, par exemple, que Facebook, à travers son fondateur, a mis en place un dispositif qui fait que lorsque vous allez sur Facebook chercher l'information, vous tapez coronavirus, on vous renvoie vers des sites d'information spécialisés comme l'OMS, comme les Instituts Pasteur et d'autres institutions qui sont mieux aguerries pour donner la bonne information en la matière. Donc, il n'y a pas de panique. Il faut aller sur les bons sites internet de l'OMS, les ministères de la Santé, les sites web des ministères de la Santé, les instituts spécialisés comme le CDC aux États-Unis et autres, pour avoir la bonne information, parce que la maladie est là, mais il n'y a pas véritablement de raison de paniquer. Si vous avez la bonne information, si vous savez comment il faut se protéger, si vous savez quels sont les symptômes, et si vous êtes proche des milieux hospitaliers, dès que vous vous rapprochez des médecins et des hôpitaux, dès que vous avez les symptômes de la maladie. Oui, mais malgré tout ça, on continue de voir quand même beaucoup d'informations circuler qui ne sont pas fondées
c'est assez compliqué pour les gouvernements et les structures chargées de la riposte. Effectivement, il y a beaucoup d'informations fausses qui continuent de circuler et je crois que d'abord, les initiatives comme celle de Facebook que je viens d'évoquer sont des initiatives salutaires, mais les gouvernements doivent s'impliquer davantage. Ce matin encore, je lisais qu'au Sénégal, on a mis en place un plan de riposte avec un volet consacré à la communication et donc il faut avoir par exemple des numéros verts qui permettent aux gens de poser des questions aux personnes qui ont la bonne information. Il faut, dans les éditions des journaux parlés, c'est ce qu'on fait ici à la VOA, consacrer des pages entières à la maladie, à donner la parole aux experts, aux personnes qui ont une bonne connaissance de la maladie pour véhiculer la bonne information. Ce n'est que à ce prix-là qu'on pourra véhiculer la bonne information auprès du public. D'accord. Alors, docteur Abdou-Salam Ouedraogo, lorsqu'on parle de nouveau virus qui apparaît comme ça, comme la maladie de Covid-19, combien de temps cela peut prendre à la communauté scientifique pour l'étudier, le comprendre, mettre en place un vaccin ou un traitement? Oui, à ce niveau, il faut que nous sachions tous que ce n'est pas un chemin linéaire à parcourir qui permet de prédire le temps qu'il faut pour mettre en place tous ces moyens de prévention, ces moyens de traitement lorsqu'on a un nouveau virus. On ne peut pas prédire cela. Mais dans le cas du Covid-19, ce que l'on sait déjà, c'est que un mois seulement après, à peu près un mois seulement après l'apparition des premiers cas à Wuhan en Chine, les travaux ont permis de comprendre qu'il s'agissait là d'un nouveau virus, de connaître sa famille d'appartenance et sur le plan scientifique, de savoir ce que l'on appelle la séquence complète du virus. C'est très important en virologie parce que c'est sur cette base-là que tout ce que l'on dit comme moyen de prévention, en termes de vaccins, en termes d'examen diagnostic, en termes de traitement, vont se baser. Alors, donc, pour répondre directement à votre question, lorsqu'on dit un nouveau virus, on ne peut pas prédire quel est le temps qu'on va mettre pour avoir des découvertes conséquentes pour juguler la maladie. Mais dans ce cas, on peut dire, dans notre situation actuellement, nous avons des bases scientifiques, des bases techniques et technologiques qui font qu'en très peu de temps, sur le recul que nous avons avec les plateaux techniques, la science, la technologie, d'aller très vite. Et c'est ce qui a été le cas avec ce virus. Alors, qu'est-ce qui différencie ce virus avec celui qui est à l'origine du MERS, SARS et toutes ces infections qu'on a connues aussi en Chine, en Arabie Saoudite au début des années 2000? Oui, la différence que l'on peut dire, c'est que déjà, c'est un autre virus même si ce virus appartient à la grande famille des coronavirus, c'est un nouveau type viral, donc il est différent des deux autres, mais il est très proche du virus du SRAS. D'ailleurs, on estime à 96% les similarités. Mais ce virus-là, à partir de la chauve-souris, contrairement au SRAS qui a émergé à partir de la civette, comme hôte intermédiaire ici, il semble le pangolin. Donc, c'est déjà une différence. Ça veut dire que les virus évoluent différemment. Mais sur les modes de contamination, sur les manifestations cliniques, nous voyons que c'est toujours une infection respiratoire sévère, comme le SRAS. Alors, qu'est-ce qui favorise en fait son évolution? Est-ce que le climat est un facteur, l'environnement? Vous travaillez sur ces virus émergents et vous venez d'un pays quand même où il fait très chaud et on a entendu toutes ces informations selon lesquelles la chaleur est un facteur, c'est un bon facteur pour contrer ce nouveau coronavirus. Est-ce que c'est le cas? Oui, en fait, il y a des connaissances théoriques et des connaissances pratiques qu'il ne faut pas juxtaposer rapidement et tirer des conclusions, auquel cas on risque de ne pas lutter efficacement. Parce que quand on prend les virus de façon globale, c'est des notions théoriques. La connaissance des coronavirus, la famille entière, fait dire qu'effectivement, ce sont des virus qui possèdent une enveloppe, laquelle structure fait qu'elles sont sensibles à la chaleur. De façon, quand on parle de chaleur aussi, c'est à des températures élevées de l'ordre de plus de 50 degrés après une exposition de plus d'une heure. Donc, avec ces conditions-là, on est
on a l'espoir que dans les pays chauds, ce virus n'ait pas une évolution favorable. Mais il faut savoir aussi nuancer parce que nous avons vu que le MERS a évolué au Moyen-Orient où les températures sont élevées. Donc, il ne faut pas que nous tirons des conclusions sur le fait que les régions chaudes seront à l'abri, ainsi de suite. Non. À partir du moment que le virus se transmet par voie aérienne, il faut mettre en place des mesures de prévention et peut-être que son évolution va être défavorable dans ces conditions. Du coup, la température sera élevée, mais ce n'est pas seulement la température élevée qui va peut-être, dans les régions chaudes, qui va peut-être stopper l'évolution du virus. D'accord. Alors, Mohamed Oumfa, vous le disiez tantôt, l'OMS était obligé de mettre en place un plan de communication spécifique pour faire face à la circulation rapide de ces fake news par rapport à ce nouveau coronavirus. Qu'est-ce qui est fait par des pays, par exemple, comme la RDC, qui ont vécu aussi une situation pareille avec Ebola, mais qui ont réussi à combattre? Souvent, et vous avez traité, disons, de ce sujet d'Ebola pendant plusieurs mois, voire des années. Est-ce qu'on peut voir une similarité d'approche dans la communication? Oui, une similarité d'approche à la communication, mais il faut dire, Abdou, qu'on est face à une maladie qui a une autre dimension. C'est quand même près de 80... la psychologie des gens, la réaction, c'est toujours un peu la panique s'il y a une grande inconnue. Oui, c'est toujours la panique, c'est la panique, mais c'est une maladie qui a atteint une autre dimension. On parle de près de 80 pays touchés, avec ce que cela implique comme mobilisation au niveau des ressources financières, au niveau du personnel, au niveau de la recherche, des traitements et des vaccins. Et donc, il y a une véritable mobilisation, même au niveau des médias mainstream. Ebola, c'était la dernière épidémie, c'était en République démocratique du Congo, essentiellement. C'est vrai qu'en 2014, déjà, il y avait une autre épidémie en Afrique de l'Ouest. C'était quelques pays seulement localisés en Afrique. On est face à une maladie qui a une dimension mondiale. Et donc, la mobilisation est plus forte. Et évidemment, les experts de tous les pays se mobilisent. L'Organisation mondiale de la santé est davantage mobilisée. Les gouvernements, tout le monde est mobilisé et donc on a l'espoir que les solutions vont venir de tous les pays et donc on aura une approche, une riposte plus vigoureuse afin de contenir rapidement la maladie. D'accord. On me dit qu'on a maintenant en ligne le docteur Dédé Ndungi. Il est le directeur national de l'hygiène aux frontières en République démocratique du Congo et c'est lui qui est chargé de coordonner la surveillance coronavirus dans ce pays. Merci d'être avec nous, docteur. Alors, justement, on parlait de votre pays, la RDC. Qu'est-ce qui est fait, en fait, par votre pays pour préparer, faire face à une éventuelle entrée de ce nouveau coronavirus dans votre pays? Oui, merci, M. Abdou, pour cette question. En fait, le problème, c'est que depuis l'annonce de cette épidémie en Chine, la République démocratique du Congo n'a pas croisé les bras. Nous avons commencé par cibler les aéroports par où viennent les voyageurs des pays affectés. En ciblant, nous avons capacité nos agents, nos prestataires sur le terrain. Nous les avons capacités, nous avons rendu disponibles des définitions des cas comme aide-mémoire à nos prestataires. Nous avons rendu disponibles des fiches sanitaires de voyageurs pour nous permettre de recueillir les renseignements de pays de provenance, mais aussi pour nous permettre de les suivre tout en étant sur le territoire congolais. Nous avons placé des détecteurs thermiques au niveau de tous les points de contrôle. Des caméras au niveau des aéroports, mais aussi au niveau de certains points d'entrée terrestre stratégiques. Parfait. Nous avons placé de personnel de santé, médecins, infirmiers, au niveau de tous ces points d'entrée pour une observation visuelle. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous restez avec nous. Nous avons beaucoup de réactions de nos téléspectateurs qui ont réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. On commence par Archiduc Théodore N'Djamena qui écrit que la sensibilisation est l'un des moyens les plus efficaces et on doit être vraiment prudent en se protégeant. L'Afrique est très vulnérable vu la proximité physique entre personnes qui est monnaie courante. Alors les populations doivent déclarer tout suspect afin de les placer en quarantaine, dit-il. Gaspard Kimonga à Lubumbashi en RDC nous dit que la meilleure façon de prévenir cette maladie en Afrique est l'interdiction des voyages hors du continent. Et Arona Baldé à Dakar, certes, cette maladie
est un véritable casse-tête pour tout le monde, mais je peux noter qu'il y a une défaillance à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Les autorités auraient dû prendre des mesures préventives pour contrôler les personnes en provenance des pays touchés par ce virus. Donc beaucoup d'inquiétudes de la part de nos téléspectateurs et beaucoup d'interrogations. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Abdurrahman Dia, la présentation. Nos invités, je rappelle, depuis Atlanta, Dr Abdussalam Ouedraogo, professeur de microbiologie médicale à l'université Nazi Boni au Burkina Faso, récipiendaire de Fulbright Research. Dédé Ndungi, directeur national de l'hygiène aux frontières, coordonnateur de la surveillance coronavirus en RDC. Et avec moi, Mohamed Oumfa, chargé donc de la rubrique santé ici à VOA Afrique. Merci à tous. Alors, le Sénégal a enregistré cette semaine ses premiers cas de coronavirus. On compte actuellement 4 malades, 3 Français et une Britannique. L'État a réagi en lançant un vaste plan pour tenter de contenir la maladie infectieuse. Un plan d'un montant de 2 700 000 $, surveillance renforcée, formation du personnel de santé et communication auprès du grand public. Voici les grands axes de ce plan avec ce reportage d'Alison Lekoto-Fernandez. Au centre des opérations d'urgence sanitaire dans la capitale sénégalaise. Mamadou Fall fait le point sur le matériel disponible. C'est ici que viennent s'approvisionner de nombreuses équipes d'intervention mobiles susceptibles d'être en contact avec des malades atteints du coronavirus. Le centre les dote de différents équipements. Dans le kit, il y a des alcogels, il y a aussi des thermomètres. Mais nous changeons ces thermomètres aujourd'hui, vu la gravité de la contamination et puis la rapidité de la contamination. Nous utilisons les thermoflash que nous mettons à disposition des EMIS pour ne pas avoir un contact direct avec le malade. Le centre des opérations d'urgence sanitaire a été créé en 2014, après l'éclatement de l'épidémie d'Ebola. Il est aujourd'hui chargé de coordonner la riposte au coronavirus. À cet effet, le gouvernement sénégalais a annoncé cette semaine le lancement d'un plan d'une valeur d'1,7 million de $, qui inclut formation du personnel de santé, mise à niveau des centres de traitement ou encore communication auprès du grand public via les médias ou encore les réseaux sociaux. La contagiosité elle est extrêmement importante et nous nous mettons dans les dispositions d'avoir plusieurs cas. Et ça, je pense qu'au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de la Santé, au niveau des autres secteurs avec qui nous travaillons, les stratégies sont en train d'être développées et voilà, nous avons vraiment tous les scénarios en place jusqu'au scénario le pire scénario. Les malades infectés par le coronavirus au Sénégal ont été placés en quarantaine à l'hôpital Fann. 24 heures après l'annonce du premier cas, les gels antiseptiques et masques étaient déjà en pénurie dans de nombreuses pharmacies de Dakar. Tout le monde a peur, hein. C'est partout dans le monde, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Même les Sénégalais, ils n'avaient pas peur, mais maintenant, ils sont commencés. Nous devons acheter aussi des antiseptiques. C'est la base pour nous laver les mains. Et présentement, il y a une carence aussi, même dans les pharmacies. Donc nous sommes obligés de prendre l'eau de Javel, donc les règles élémentaires de base. Des numéros verts ont été activés cette semaine pour répondre aux questions de la population sur le coronavirus et signaler tout cas suspect d'infection. Voilà, merci beaucoup Alison Lekoto-Fernandez. Alors, docteur Ndungi, en quoi l'expérience de la RDC dans la lutte contre Ebola peut vous aider en fait à combattre le coronavirus ou en tout cas s'assurer qu'il y ait le moins de cas possible si jamais vous devriez être touché? Oui, en fait, ce que je dirais, l'expérience
de la lutte contre la maladie à virus Ebola constitue pour nous une opportunité parce que nous avions déjà quelques dispositifs au niveau des points d'entrée. Si nous pouvons énumérer ces dispositifs, nous parlerons de salles d'isolement, par exemple. En cas de suspect, au niveau de nos aéroports, au niveau de nos points d'entrée terrestres, il y a déjà des salles d'isolement au niveau de ces points d'entrée-là. Donc ça signifie que les personnels étaient déjà capacités. Mais ce que nous venons de faire avec le coronavirus, c'est une mise à jour par rapport aux spécificités du SARS-CoV-2. C'est juste peut-être ça. Mais aussi, voilà. Donc il y a une polyvalence déjà au niveau de nos prestataires. Ils savent, ils contrôlent les maladies, mais ils ont déjà une certaine expérience avec la maladie à virus Ebola. Tout à fait. On a juste mis à jour certaines notions. Voilà. D'accord. Alors, docteur Abdussalam Ouedraogo, avec l'épidémie de SARS, le syndrome respiratoire aigu sévère, et le MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, l'Afrique n'avait pas été très touchée. Cette fois-ci, est-ce que vous êtes inquiet? Oui. En fait, on doit être inquiet parce que actuellement, en termes d'épidémiologie, on ne peut plus concentrer une maladie donnée à un continent ou à un pays donné, puisque le monde est devenu un village planétaire. La mobilité des gens font qu'il faut s'inquiéter, et je pense que c'est à juste titre que les alertes sont lancées dans tous les pays et les mesures sont prises pour éviter effectivement la propagation de cette maladie. Donc il faut s'inquiéter parce que jusqu'à présent, sur le plan scientifique, c'est l'épicentre de la maladie, c'est en Chine, à Wuhan, à partir du marché de fruits de mer, mais à partir de ce centre-là, le virus et les patients contaminés ont contaminé d'autres personnes qui se sont déplacées, et c'est la conséquence de ce que nous avons en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, il y a des quoi s'inquiéter en Afrique, mais ces inquiétudes doivent avoir pour conséquence la préparation, l'alerte et la préparation. D'accord. Alors, Mamadou Mfa, on va peut-être toucher un mot sur l'impact économique. Les compagnies, rien que les compagnies aériennes africaines, on parle de peut-être 40 millions de dollars en perte. Beaucoup de pays dépendent du tourisme, mais il y a cette nécessité aussi de protéger les populations. Comment faire, disons, l'équilibre? Exactement. Le secteur du transport aérien est très touché. Le secteur du tourisme est très touché. Il faut donc, au niveau des aéroports, et c'est bien, l'expert vient de le dire, au niveau des aéroports, il faut prendre les mesures de prévention parce qu'on a vu beaucoup de cas, par exemple au Sénégal, vous avez parlé des Français, des Européens, c'est souvent au niveau des aéroports qu'il faut véritablement contrôler les gens, mais il faut surtout rassurer les populations. Il faudrait dire aux gens que selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des gens qui sont atteints de cette maladie ne présentent même pas des symptômes. Donc on peut parfaitement guérir de la maladie sans même être allé à l'hôpital, même si dès qu'on présente des symptômes, il faut se rendre dans les hôpitaux. Donc il faut rassurer les populations. Il faudrait aussi que les États africains commencent déjà à faire des évaluations pour nous dire voilà ce que le secteur, l'Union africaine, le secteur peut perdre ceci, et il faut déjà préparer un appui qu'on va apporter au terme de l'épidémie. Il y a beaucoup d'événements qui arrivent, par exemple l'Africa CEO Forum qui devait se dérouler à Abidjan les 9 et 10 mars, qui a été reporté à une date ultérieure. Le Cameroun va accueillir un événement sportif le mois prochain. Donc tout cela, il faut commencer à évaluer des pertes en prévision et puis prendre des mesures qui s'imposent. D'accord, on verra. En tout cas, la Banque mondiale et le FMI ont annoncé des mesures d'urgence au besoin. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.